Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on poursuit notre cycle, si on peut s'exprimer ainsi, d'entretien avec des artistes et animateurs qu'on avait amorcé avec L'œuf de l'ange, en la présence de l'animatrice québécoise Rachel Sanson. Alors Rachel, tu as une longue carrière malgré ton jeune âge et c'est sur cette carrière qu'on aimerait revenir. Une carrière qui est riche, qui est transversale et qui nous intéresse tout particulièrement puisque elle va lier à la fois un travail matériel de création à celui théorique de la critique. Avec Alexandre, du coup, on va mener un petit entretien. Donc, question très simple pour commencer. Quel a été ton premier rapport à l'animation et qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie, en tant qu'adulte et même avant, de poursuivre ta voie dans ce domaine? Question vaste. J'ai toujours regardé beaucoup de... Enfin, dans ma jeunesse, j'ai regardé tous les films de Disney, j'ai regardé tous les films... il y avait comme vraiment une grande culture du cinéma d'animation chez moi, mais du cinéma en général. Et puis, qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée au cinéma d'animation? C'est d'abord un parcours peut-être en cinéma de prise de vue réelle. Au Québec, on a les cégeps. Fait que, c'est des programmes d'études préuniversitaires. Puis là, je m'étais orientée vers le cinéma de prise de vue réelle à ce moment-là. Puis j'avais commencé ce parcours-là, mais je me suis rendu compte que les idées que j'avais en tête, c'était assez éclaté, puis en fait, ça aurait été peut-être coûteux de les faire en prise de vue réelle. Puis en parallèle de ça, j'ai toujours eu une pratique du dessin. Tu sais, j'ai toujours dessiné, j'avais une pratique assez soutenue. À un moment, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai voulu m'inscrire au baccalauréat, au premier cycle universitaire, j'ai eu envie de mêler un peu ces deux pratiques-là, du dessin et du cinéma, que ma pratique du dessin devienne une pratique de l'image en mouvement, et puis que ma pratique du cinéma prenne de l'expansion. Mais mon rapport au cinéma, je pense qu'à l'adolescence, il y a quelque chose où est-ce que je préférais peut-être la prise de vue réelle, puis tu sais, je continuais d'écouter des animés un peu, mais c'est revenu après. Ouais. Par les arts visuels, ouais. Comment est-ce que t'as embrayé du coup, oui, effectivement, ensuite sur l'animation, enfin, en tant que pratique, je veux dire? C'est quelque chose vers laquelle tu t'es dirigé de façon autodidacte ou t'es passé par une formation? Ça s'est peut-être fait progressivement de l'un à l'autre? C'est vraiment passé par une formation. J'ai fait, c'est le baccalauréat, la Mel Oppenheim School of Cinema. Fait que c'est à l'Université Concordia à Montréal. C'est une université qui est reconnue pour avoir un programme pour former les artistes. L'idée, c'est l'autonomie, c'est le réalisateur, la réalisatrice indépendante d'animation. Donc, c'est comme une formation très, très autonomisante avec une variété de techniques. T'sais, on a touché à tout, là, l'animation de découpe, on a fait de l'animation 3D, de l'animation de particules, de sable, on a fait de l'animation 2D numérique, tradi. C'était une espèce de grand laboratoire pendant 3-4 ans. Alors ouais, pour moi ça a été un rapport plutôt scolaire, mais avec toujours parce que finalement tu sais j'étais pas très équipée, j'avais pas vraiment de logiciel, j'avais quelques petits trucs ici et là que je leur avais soumis, mais je me rappelle mon portfolio c'était un portfolio principalement de prise de vue réelle puis de dessin, mais aussi de propositions de dessin ou de cinéma de prise de vue réelle qui ont des connivences avec l'animation. Tu sais, il y a du cinéma de prise de vue réelle, un cinéma qui a envie d'être de l'animation mais qui ne l'est pas, tu sais. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose qui est assez proche des beaux-arts, en fait, le cycle Ouais. que tu as suivi. Ouais, c'est une formation de beaux-arts. Manifestement, ouais, t'as pu toucher à vraiment beaucoup de techniques, mais est-ce qu'il y avait aussi un apport, je veux dire, théorique ou analytique en parallèle de ces séances d'atelier, quoi? Oui, il y avait quand même un pan théorique. Il y avait quelques cours vraiment spécifiquement d'animation puis de théorie du cinéma, mais c'était beaucoup des cours assez peut-être un peu plus généralistes de beaux-arts en général. Fait qu'il y avait cet aspect-là. Mais sinon, moi, j'ai aussi fait une formation en scénarisation. C'est une formation d'1 an. Puis ça, c'était beaucoup plus théorique, ouais, à l'Université du Québec à Montréal. Fait que moi, j'avais déjà un bagage théorique en arrivant en animation. J'avais comme une volonté de faire des ponts aussi, plus théoriques. Il y avait cet aspect-là. Oui, c'est intéressant parce que pour le coup, et c'est peut-être un cliché, mais j'ai quand même l'image des animateurs qui sont quand même assez éloignés, sinon réticents, à la théorie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est trop intellectuel, qui n'est pas dans le concret, pas dans le réel, etc. Effectivement, c'est ce qui m'a intéressé quand même dans ton travail et dans tes travaux de manière générale, c'est-à-dire cette manière de tout mêler. Je dirais pas simplement mêler la théorie à la pratique, mais également mêler différentes matières, et ça m'étonne pas totalement que
tu aies suivi une formation qui finalement t'ait fait expérimenter pas mal de choses, puisque j'ai l'impression que c'est aussi dans tes goûts des choses qui te plaisent, du moins sur ton Letterboxd, parce qu'on se suit mutuellement dessus. J'ai l'impression que tu as une appétence pour les films qui vont utiliser des tonnes de techniques, des choses qui sont très très diverses et qui vont parfois aller vers une abstraction que je sens vraiment vivement chez toi, dans ton travail et dans ton approche. Ouais, ben c'est le truc qui est un peu étrange, c'est que tu sais le cinéma que j'ai fait est plutôt narratif, disons là, tu sais il y a quelque chose d'un peu linéaire, des fois c'est un peu plus elliptique, mais ça reste quand même un cinéma narratif plutôt linéaire. Exemple, Crème à glace que je vous ai montré, c'est un film que j'ai commencé peut-être il y a 5 ans. Puis depuis 5 ans, ce que j'aime, puis ce que je recherche, ce qui me nourrit, ben ça change beaucoup en fait, ça continue de changer constamment. J'ai une approche très matiériste, tu sais certainement là, parce que j'aime quand il y a de l'exploration formelle. Je vais remarquer rapidement quand il y a quelque chose qui est généreux, qui sort un peu des carcans. Ouais, je vais beaucoup rechercher ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, ça peut se retrouver, enfin, ce que tu viens de dire à l'instant, se retrouver dans certaines de tes collaborations. Je voyais que t'avais participé à Archipel de Félix Dufour-Lapeyriere. Ouais. Et j'ai pas eu l'occasion, contrairement à Simon, de voir Archipel, mais j'ai trouvé un de ses courts-métrages, M, sorti en 2009. Ouais. Il est assez époustouflant, celui-ci. Et c'est vrai que là, on n'est pas du tout dans un cinéma narratif, beaucoup plus abstrait. On se demande qu'est-ce qui se passe à l'image. Ce genre de collaboration, dans le bon sens du terme, de sortie de route, si je peux utiliser l'expression, c'est des choses que tu vas chercher ou ça se fait au gré des rencontres? Ça se fait de manière assez organique, c'est parce que au final, c'est que la scène à Montréal est assez petite. Fait qu'on se retrouve à, tu sais, par exemple, Félix Dufour-Lapeyriere, c'est mon producteur sur mon dernier film. Donc, on se retrouve toujours à travailler avec d'autres personnes. Tu sais, exemple, moi, sur Crème à glace, il y a Louis Bodard, tu sais, qui a animé sur le film, mais tu sais, je l'aide toujours à écrire ses scénarios. Il y a toujours une espèce d'entraide, quelque chose de des vases communicants. C'est ça, tu sais, sur Archipel. Au final, c'est quand je travaillais sur Archipel qu'on a eu l'idée de faire Crème à glace. Tu sais, c'est avec Félix. C'est ça, ça a été comme une belle rencontre aussi sur Archipel. Puis sur Archipel, je faisais beaucoup la peinture. Je faisais tout ce qui était, les espèces d'éclats de peinture. Je faisais du graphite. Je faisais du dessin au graphite sur ce film-là. C'était comme un peu bizarre parce qu'il fallait que ça soit de l'animation traditionnelle au graphite sous la caméra, mais il fallait que ça donne l'impression d'être de la rotoscopie. Mais ça n'en était pas. Je me souviens bien, il y avait des moments qui étaient des images d'archives québécoises sur lesquelles étaient animées des figures, etc. Pas nécessairement, non, pas ces images-là. Mais il y avait ça, tu sais, ça c'était plus d'animation numérique. Mais moi, je faisais beaucoup de la peinture sur archives. Tu sais, on avait des archives, puis il fallait que je les transforme assez pour qu'elles soient pas reconnaissables d'un coup. Il y avait comme cet aspect-là de métamorphose de l'archive, de mutation. Il y a des archives avec lesquelles on avait le droit de travailler. On avait où est-ce que c'était comme des zones grises, un peu plus floues, au niveau des droits. En parlant justement de Archipel, j'avais envie d'embrayer sur une question qui est peut-être toujours pas de l'ordre de l'animation, mais on va y arriver. Je pense que c'est ton rapport au Québec, parce que j'ai l'impression que tu as notamment parlé du fait que ce soit assez peu d'animateurs qui se connaissent, qui sont dans un petit milieu, etc., qui collaborent ensemble, comme on peut le voir, je pense, dans pas mal de milieux, je pense celui de la bande dessinée. Et j'ai l'impression que c'est aussi un petit milieu au Québec où tout le monde se connaît un petit peu, etc., du moins de ceux que j'ai pu connaître en suivant des comptes Instagram et autres. Et également, j'ai l'impression que le cinéma québécois, mais là c'est peut-être plus regrettable, c'est un cinéma qui est vraiment cloisonné au Québec et qui n'est pas vu ailleurs, et j'ai quand même l'impression que c'est une forme qui te porte en tant que spectatrice, et je me demandais si c'était aussi le cas en tant qu'artiste, si cette connaissance assez conséquente du cinéma québécois a pu nourrir ton geste ou au moins influencer peut-être pas forcément tes œuvres, mais peut-être les collaborateurs. J'ai une très bonne connaissance effectivement du cinéma québécois, puis aussi alors là ce que ça veut dire aussi c'est que je sais à peu près dans quoi je m'inscris. Il y a certaines œuvres que je vais avoir tendance à valoriser qui sont moins connues un peu, tu sais, disons si je prends l'exemple d'un film qui s'appelle La vie rêvée de Mireille Dansereau. L'année passée, avec la revue Hors-Champ, avec Maud Trottier, on a co-dirigé un dossier complet sur Mireille Dansereau. La vie rêvée, c'est le premier long-métrage de fiction hors institution, disons, réalisé par une femme au Québec. Puis c'est un film qui est d'une grande inventivité, d'une grande liberté, c'est un film féministe, c'est un film très joyeux, qui a pas beaucoup circulé au Québec, puis qui au final, au moment de sa sortie, a surtout une reconnaissance à l'international.
Mais ce film-là a un peu disparu de la circulation. C'est pas un film qui est très connu au Québec ou qui joue beaucoup, qui circule énormément. Mais tu sais, pour moi, c'est ça, c'est comme une grande œuvre. Fait qu'il y a beaucoup, il y a des œuvres québécoises qui circulent beaucoup au Québec, qui sont comme vraiment des blockbusters que tout le monde connaît. Il y a le cinéma de répertoire, le cinéma d'auteur, qui a d'autres parcours, mais le cinéma québécois, il va quand même circuler pas mal à l'international quand même. C'est juste que certaines niches du cinéma québécois vont circuler moins que d'autres, tu sais. Mais tu sais, par exemple, le cinéma d'animation, lui, les courts-métrages d'animation vont connaître quand même des bons parcours au moment de leur sortie, les 2 premières années de vie des films. Puis après ça, les courts-métrages d'animation de l'ONF vont être disponibles en ligne. Ça va quand même être accessible, mais pour tous les courts-métrages qui sont distribués par des compagnies de distribution ou souvent auto-distribués, parce qu'il y a cette réalité-là dans le monde de l'animation où est-ce que les gens vont s'auto-produire et s'auto-distribuer. Ben après ça, c'est qu'il y a les films vont tomber un peu dans des limes. Tu sais, comme par exemple, moi, mon court-métrage Parc Achat puis mon court-métrage Soir de semaine, en ce moment, ils circulent pas en ce moment, ces films-là. Je les ai pas mis en ligne pour que tout le monde les voit. Certains courts-métrages d'animation vont tomber dans des limes. Puis c'est un peu la question de, bon, ça serait le rôle de quelle plateforme, combien ça coûterait, faire respecter les droits d'auteur par rapport à ces films-là. Qu'est-ce qui serait une bonne configuration, quel genre de plateforme ça pourrait être, ou quel genre de cycle de projection, quel genre, par exemple, les films de Félix Dufour-Laperrière dont vous parliez, ben, tu sais, c'est des films qui sont allés à Rotterdam, à Clermont-Ferrand, tu sais, en 2009, en 2011, tu sais. C'est des films qui ont eu ces beaux parcours-là. Là, ils sont disponibles en ligne, mais c'est vrai que, tu sais, on connaît pas le filon, comment on les trouve, tu sais, ouais, la question de la découvrabilité, là, ouais. C'est un peu un problème général, je pense, de l'économie du film de court-métrage, ce qui est quand même dommageable. Je pense que tu dois en être totalement consciente, étant donné que là, tu es à Clermont-Ferrand, etc. Ça doit être des problématiques qui sont constamment discutées. Mais pas tant que ça. Tu sais, la question de l'archivage du court-métrage, de la circulation des courts-métrages qui deviennent des archives, c'est une question qui pourrait être un peu plus brassée, je sais pas. Non, mais en vrai, je sais pas trop quoi rajouter, sinon que oui, je suis d'accord, c'est toujours le problème de l'archivage, c'est-à-dire que c'est toujours des choses qui demandent de la sélection, qui demandent de la curation, etc. Et qu'il faut toujours mettre parallèle avec la vie des artistes. On vit quand même dans un monde qui est capitaliste, malheureusement, et donc du coup, bah, il faut subsister, et donc du coup, même les artistes ont besoin de manger leur croûte et peuvent pas forcément mettre leur film à disposition dans la totale gratuité. Et effectivement, aussi, ça peut aussi créer des problèmes quand les films sont juste décontextualisés, etc., et juste pris comme tels, alors qu'en soi, parfois, les films pourraient bénéficier d'un travail d'accompagnement, de curation, etc., qui, je pense, est encore plus marginalisé concernant le court-métrage, encore plus concernant le film expérimentaux. Je ne sais pas si c'est des choses que, par exemple, toi, tu fais en tant que critique dans la revue Hors Champ dans laquelle tu écris. C'est sûr que parfois on va couvrir des courts-métrages. Je dirais que moi j'ai toujours une sensibilité à l'animation, peu importe le film sur lequel j'écris, tu sais, fait que souvent même si j'écris sur des films qui sont des fictions, de prise de vue réelle, tu sais, des longs métrages, ben c'est sûr que je vais toujours chercher les petites pépites parce que au final c'est ce dont je me sens le plus habilitée à parler, c'est le cinéma d'animation. Ce sont mes petites boîtes de Pandore. Tu sais, quand je tombe là-dedans, je peux vraiment écrire longtemps. Tu sais, je me suis retrouvée autant à écrire sur des cours d'animation ou des petites vignettes d'animation à l'intérieur de plus films. Mais tu sais, j'ai aussi écrit sur de la fiction, sur des longs métrages de fiction aussi, et documentaires, ouais. De ton côté, j'ai l'impression quand même que tu as travaillé. Alexandre avait notamment repéré un cycle Tank que tu avais organisé. Et on se demandait justement s'il y avait des choses qui étaient liées à ça, là, en tant que programmatrice, que tu aurais pu faire, et notamment justement sur la question du cinéma d'animation. Ah oui, ben c'est sûr que c'est ça. Par exemple, tu sais, le cycle avec Tank, ça c'était dans le cadre du dossier sur Mireille Dansereau. Fait que là, tu sais, c'était de choisir des films qui avaient comme une certaine pertinence documentaire aussi au sein de sa filmographie, puis aussi des films qu'on savait qui plairaient à des audiences d'aujourd'hui, parce que tu sais, c'est quand même une carrière sur plus de 50 ans, là, tu sais, alors quelque chose des films qui allaient résonner. Tu sais, aussi une question sur des questions des résonances féministes et tout ça. Et puis tu sais, aussi, ben là, je fais de la programmation associée dans un petit cinéma de quartier à Montréal qui s'appelle le Cinéma Moderne. Alors, c'est sûr que dans le cadre du cinéma, de mon mandat de programmation Cinéma Moderne, c'est assez vaste, en fait, ce qu'il faut couvrir. C'est sûr que il y a certains films d'animation qui me tombent dans l'œil puis sur lesquels je vais vraiment insister, certainement. Oui, pour moi, ils vont beaucoup la question aussi
des cinémas des femmes, tu sais, il va y avoir il y a certains films qu'on sait qu'on va jouer en fait parce que c'est les films de répertoire, tu sais, c'est une question pécuniaire là, tu sais, c'est vraiment des films qu'on sait qui vont plaire au public, mais ensuite c'est de serrer à travers ça des films parfois ça va être des blocs de courts-métrages comme on avait un bloc de courts-métrages dans le temps des fêtes qui était à moitié du cinéma d'animation, à moitié du cinéma de prise de vue réelle. Fait que ça fait toujours partie des préoccupations. Je repensais à une phrase, en fait, dans le dossier d'Ansereau, Ouais. dans l'article que tu écrivais à propos de la réutilisation. Donc, désolé, je fais un petit détour. Ouais, mais c'est bon. Tu parlais beaucoup des textures et des matières dans ces films de réemploi. Ouais. Et notamment, t'employais le terme de... Enfin, tu parlais de la pulpe du papier. Et ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec pas mal de tes films. Ouais. Et c'était une question un peu technique que j'avais. C'était, est-ce que c'est des films vraiment faits sur papier, ou est-ce qu'il y a aussi de la tablette graphique, est-ce qu'il y a de la retouche par ordinateur? C'était plus savoir, voilà, quelle technique logicielle ou méthode. Quel genre de processus, ouais, quelles sont les processualités? Ben, ça dépend du film. Comme, tu sais, si on pense à Temps de glace, c'est un film qui a été peut-être aux 2/3 dessiné à l'ordinateur au départ, puis qui a été retracé, c'est sur papier. Ah ouais? Ouais. C'est un film animé sur très petit, en fait. Okay. Parce qu'au final, c'est moins long à dessiner un film petit. C'est quand le cadre est vraiment... mes mesures sont en pouces, mais disons... J'allais pas dire comme un 6 pouces, mais tu sais, mettons genre une espèce de 12 cm par peut-être 5 cm. Tu sais, quelque chose comme ça. C'est animé très petit, avec une espèce de crayon de bois, crayon de couleur assez gras. Fait que comme ça, je peux avoir des espèces de... Tu sais, les couleurs se salissent entre elles, là. Il y a comme quelque chose de... Fait que tu sais, qu'il y a une porosité entre les couleurs. Puis l'idée, c'est que j'approchais... Tu sais, c'était filmé ensuite sous la caméra. Fait que l'idée, c'est que je descendais la caméra très très bas, le plus près possible du dessin. Tu sais, fait que j'ai vraiment travaillé quasiment le plus petit que je pouvais avec l'objectif que j'avais, là. Mais il y a le tiers du film que c'est de l'animation traditionnelle parce que je flippais les pages, tu sais, puisque c'était vraiment fait à la main. Des fois, c'est plus facile. Des fois, c'est moins long de vraiment l'animer soi-même puis d'avoir le résultat comme ça. Mais parfois aussi, ça va être plus simple de vraiment faire comme une animation préalable numérique. Fait que là, je peux avoir le playback, tu sais, je peux vraiment le jouer, voir ce qui cloche dans mon animation, mais c'est que au final, l'animation pour laquelle je vais, ça va souvent des animations qui acceptent beaucoup d'erreurs. Tu sais, c'est très imparfait. Tu sais, je cherche pas une animation qui soit très lisse ou très léchée. Je cherche vraiment quelque chose d'assez brut puis d'assez... En fait, c'est parce que je veux qu'il y ait des erreurs dans mon animation. Parce que j'aime ça avoir un public très large, là, tu sais, comme autant des jeunes, des enfants que que n'importe qui, des cinéphiles, là, des gens plus âgés. Puis, tu sais, je veux qu'il y ait comme l'idée, quand on regarde un de mes films, que, moi aussi, je pourrais faire un film. Qu'il y ait quelque chose qui se communique Ouais. Que les gens qui le regardent se disent, c'est à ma portée, tu sais. Ah, c'est précisément ce que super, je suis content parce que c'était un peu l'instinct que j'avais eu. Je m'étais dit, j'avais l'impression que je pouvais prendre mes crayons gras et avec beaucoup de patience et d'application en arriver à un objet fini comme ça. Enfin, c'est l'intuition que ça donne. Enfin, c'est cool que ce soit fait, que ce soit aussi pensé. C'est ça, c'est que ça donne les clés du processus à même le film. Tu sais, j'aime l'aspect bricolé, c'est ça, vraiment. Mais c'est parce que je fais aussi des ateliers dans les écoles, tu sais, je vais faire des ateliers dans les écoles, puis là je leur montre, en fait, il va y avoir différents types d'ateliers, mais tu sais, il y en a où est-ce que, tu sais, j'ai une caméra sur place, puis on anime, je leur demande qu'est-ce que vous voulez que j'anime, puis j'anime pour eux des choses, puis c'est projeté, puis ils voient, puis il y a comme, on joue avec ça. Faut aussi, ce que je vais faire, c'est des ateliers de rotoscopie, avec des gens qui ont jamais animé. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des séquences de cinéma connues, tu sais, puis là, je vais prendre une image sur 4, peut-être, tu sais, puis là, j'ai imprimé comme, peut-être, je sais pas, 30 images de la séquence. Puis après ça, demander aux gens d'intervenir sur ces images-là ou de faire un principe de calque, tu sais, avec une tablette rétro-éclairée. Puis après ça, on refilme, puis après ça, ils peuvent voir un peu qu'est-ce que ça donne. Puis je trouve que pour des personnes qui ont pas une pratique de dessin, tu sais, il y a comme quelque chose dans le faire, parce que le processus devient super accessible. Je voudrais faire un pont avec les films que tu as faits et les films que tu nous as recommandés, puisque en amont du podcast, tu nous as recommandé plusieurs films qui pouvaient être liés à ton travail, tous de femmes québécoises d'ailleurs, donc c'est intéressant. Parmi ces films-là, il y en a... Enfin,
Je retiens quand même. Ici par ici, exactement. Et le film de Julie Doucet qui s'appelle Nouilles. Ouais. Ce qui m'a étonné parce que Julie Doucet, je la connaissais pour son travail de BDaste ou de BDiste. Je sais jamais vraiment comment on dit. Et je savais même pas qu'elle avait fait de l'animation. Elle a même fait un film avec Michel Gondry, bref. Oui. C'est assez amusant parce que ces deux films-là, ils partagent ce même sentiment de joie communicative et de simplicité. C'est-à-dire que Nouilles, on dirait vraiment une sorte de carnet de croquis qui se serait animé, de petites notes qui se seraient faites et qui tout à coup prendraient vie avec des pensées qui sont assez banales, mais qui finalement peuvent avoir une certaine beauté. Et avec cette idée de nouilles, vraiment l'aliment quand même qu'on trouve en supermarché, quoi, avec cette idée d'une nouille graphique qui vient créer des effets, etc. Donc quand même une idée d'une simplicité et toujours cette idée de voilà, tout le monde peut un peu le faire. Et ici par ici, je trouve que c'est un film qui est surtout amusant dans sa manière d'être à la fois assez simple et très communicatif dans les effets qu'il essaye de réaliser. Et notamment, moi, j'ai été charmé par le déplacement des personnages puisqu'ils sautillent. Et rien que ça, je trouve ça adorable. C'est-à-dire que je vois rarement des personnages qui sont animés en sautillant. C'est presque comme si la personne ne savait pas... on avait demandé aux animateurs de faire comme s'ils ne savaient pas animer quelqu'un qui marcherait de manière classique. Et donc du coup de trouver une autre manière de faire marcher les personnages, et cette autre manière de faire des personnages crée quelque chose qui est très simple mais qui est aussi très rigolo, parce que moi c'est peut-être la chose dont je me souviens le plus dans ce film-là. Si je peux intervenir sur les marches dans Ici par ici, ce que je trouve génial dans ces marches-là, c'est parce que la plupart de ces types de marches-là sont en perspective. Quand on anime en perspective, souvent c'est qu'on peut pas nécessairement réutiliser le même cycle de marche. C'est pas comme une marche sur le côté, une marche plane avec une vue horizontale là, en fait c'est que il faut vraiment animer toutes les marches, tous les pas. Fait qu'il y a quelque chose d'assez fastidieux puis laborieux là-dedans dans ces marches-là, puis elles sont pas si plaisantes que ça à animer non plus. Puis surtout pour des moments, des scènes où est-ce que il y a pas beaucoup d'émotions, c'est comme des scènes un peu d'un passage d'un endroit à l'autre, c'est pas nécessairement les moments les plus investis du film. Fait que le fait de faire sautiller les personnages, c'est comme un bon truc. C'est pas paresseux, mais il y a comme quelque chose où est-ce que ça garde son plaisir. C'est pas en train de tomber dans le labeur puis le truc fastidieux. Alors, moi, je trouve qu'il y a comme des petites... c'est des petites perles d'idées d'animation qui rendent le tout beaucoup plus... ça rend ça sympathique. Puis au final, quand on le suit, ben ça nous fait rire là, que les personnages sautent tout le long, tu sais, comme quand elles dansent aussi, tu sais, les espèces de filles en sautant, en fait. Tout le tronc du corps, ça devient comme de l'animation de translation. Puis au final, c'est juste quelques traits qui font en sorte que parce qu'au final, c'est des brindilles, là, c'est un bonhomme allumette, les bras puis les jambes, tu sais, je trouve que ça sait où mettre ses énergies. Puis surtout dans un film, tu sais, qui est, tu sais, mettons, pour Diane Ebomsawin, c'est un film assez personnel, tu sais, c'est autobiographique, tout ce récit-là. Il y a une très grande intelligence avec l'humour, puis l'animation, puis c'est une très grande connaissance du langage animé, dans ce film-là. Fait que, ouais. Mais t'as raison, il y a un petit côté comme, ça peut paraître une petite paresse, mais moi, je trouve que c'est plus bien savoir doser ses énergies. Ouais. Et t'as eu l'occasion de travailler avec elle, je crois, avec Obumsawin? En fait, ouais, pour Diane, c'est parce que c'était comme c'est un contrat. L'animation, j'ai déjà animé entre guillemets là, du Diane Obumsawin, mais c'est parce que c'était un contrat où est-ce que elle avait pas le temps de faire l'animation, elle pouvait juste faire la. Elle pouvait juste pour les éditions Ananorak là, c'est qu'elle pouvait pas faire l'animation, elle pouvait juste donner des illustrations. Ça prenait quelqu'un qui allait juste être capable d'animer. C'est ça là, Diane Obumsawin, puis moi ben j'avais comme je connais déjà bien son animation, tu sais je pouvais juste arriver aussi avec certains éléments, tu sais comme sa fumée, tu sais combien de frames elle met, tu sais j'ai fait un peu une analyse, j'ai analysé dans beaucoup de ses films comment qu'elle fait, tu sais c'était que des petites vignettes, c'était comme des petites bandes annonces toutes petites. Mais tu sais on n'a pas collaboré, on n'a pas fait une collab, puis après ça elle a approuvé, tu sais ça lui plaisait beaucoup. Mais on n'a pas collaboré ensemble, mais en ce moment, à l'Office national du film, elle est en train de réaliser un nouveau court-métrage qui s'appelle, je pense que ça s'appelle Je ne t'aime plus. Puis en plus, c'est drôle parce que nos bureaux sont à côté. Moi, en ce moment, je fais pas mon film. J'anime pour une réalisatrice là-bas, un film de Catherine Lepage. Fait que là, c'est quand même intéressant parce que il y a comme un plaisir du quotidien parce que tu sais au final c'est un travail de moi, une animation c'est comme c'est du travail à chaque jour, tu sais pas d'heure en tout cas, tu sais, puis il y a quelque chose de plaisant en tout cas comme grande admiratrice de son travail. Tu sais moi je la considère comme une maître là, du cinéma d'animation, fait que c'est comme un
un grand privilège pour moi de pouvoir la côtoyer plusieurs jours par semaine, tu sais. Parce que son univers m'a beaucoup nourri, tu sais, puis ouais, puis je suis capable c'est ça, il y a comme quelque chose pour moi d'interminable dans son univers, puis tu sais, que j'aimerais ça, tu sais, lire encore plus de ses bandes dessinées, voir encore plus de ses films, tu sais, je la suis, ouais, beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez libre dans ce que tu crées, ce qui rappelle un peu la démarche de Titouan Bordeaux qu'on avait interviewé ici, c'est-à-dire qu'il voulait faire des films juste comme ça, comme par exemple des artistes de bande dessinée font des bandes dessinées sans vouloir faire une grande œuvre, etc., et que le cinéma d'animation puisse se départir de l'idée d'un espèce de grand film. Dans le même temps, ben, il est obligé aussi d'animer pour des gens, et je me demandais à quel point en fait ce travail-là d'animation qui peut être laborieux, qui peut être aussi plus technique et moins ludique que les films que tu crées, qui le sont beaucoup. Et je me demandais comment se passait en fait en tant qu'animatrice, quand même avec un point de vue d'autrice, ce travail-là qui peut être un peu plus laborieux et moins enthousiasmant que ses projets personnels. Donc un peu la différence entre faire mes projets personnels versus travailler pour d'autres projets de d'autres cinéastes. Oui, exactement, oui. Honnêtement, moi je le vis pas de manière très lourde. Ce que j'aime quand je fais mes propres films, c'est également de les faire le plus seul possible, tu sais, fait que comme ça j'ai beaucoup de contrôle, puis j'ai pas à déléguer, tu sais, en tout cas il y a un truc où est-ce que j'ai pas à communiquer plus que de faire mon film. Quand je travaille pour d'autres personnes, pour moi c'est un grand plaisir parce que souvent je vais travailler pour des cinéastes indépendants. Alors, tu sais, je suis assez proche de la vision initiale, tu sais, je suis pas dans des pipelines, je suis pas dans des grandes structures, idéalement. Il y a quelque chose d'assez organique, puis aussi, c'est que la démarche de ces artistes-là me nourrit. Je vais peut-être amener quelque chose d'un peu plus, de plus technique, puis en fait, c'est qu'il y a un plaisir. J'offre des séquences d'animation, parfois on me demande de les retravailler, parfois on les accepte telles quelles. Puis en fait, la personne qui réalise souvent, elle a un peu la tête à 1000 endroits. C'est comme très grouillant là, faire un film d'animation pour la personne qui réalise, pour la cinéaste, le cinéaste. Moi, j'ai pas le poids, j'ai pas la charge mentale de faire le film. Fait qu'il y a quelque chose d'assez libre, il y a quelque chose d'assez léger à travailler pour d'autres personnes. Versus quand je fais mes propres films, mais là, ça dépend dans quel genre de structure je m'embarque. Tu sais, comme par exemple Crème à glace, c'est un film que j'ai fait en partie seule, mais aussi en partie en équipe. Tu sais, fait que là, c'était beaucoup d'apprendre le travail de réalisatrice, tu sais, puis de déléguer, puis d'être plus à cheval sur ce que je voulais, puis être capable de communiquer quel genre d'animation je voulais, puis aussi donner les bonnes séquences aux bonnes personnes. Mettons, les séquences les plus difficiles, c'est moi qui me les gardais, là, tu sais, parce que j'avais pas envie de communiquer des trucs compliqués. Fait que, tu sais, ça, c'est un travail versus aussi quand je décide de faire un projet par moi-même, de manière indépendante, de soir, de fin de semaine. Ben là, à ce moment-là, c'est un peu, je dois rien à personne, c'est un peu dans la solitude, c'est un peu dans l'obsession personnelle. Le truc que je communique, c'est le film. Alors, il n'y a pas de discours qui se rajoute à cette création-là, c'est juste la création pure. Fait que ouais, je dirais qu'il y a un peu ces trois modes là d'opération que je vois. Mais pour moi, je trouve pas ça, travailler pour d'autres personnes, c'est quelque chose que j'adore, puis que je trouve assez léger, puis aussi c'est payant. C'est travail. C'est parce que, non, mais c'est que quand je fais mes propres films, au final, il y a quelque chose où est-ce que on a une grande conscience du budget ou de notre temps, tu sais, on a une grande, alors que quand on travaille pour d'autres personnes, ben on facture, en fait. Ouais, souvent c'est comme ça que entre guillemets, je me refais, c'est en travaillant pour d'autres personnes. Alors, il y a comme une économie liée à ça aussi, mais qui est, ouais, parfois on reçoit, parfois on donne. Sinon, j'avais noté quelque chose, c'est peut-être un peu plus, enfin, je vais essayer d'être clair. J'avais le sentiment qu'à chaque fois, c'était un petit peu comme des instants suspendus, si tu veux, ou des temps mous, un peu, où l'imagination prend le pas, tu vois, où une petite fille va se retrouver sous la banquise, où soudain il y a des parcs à chats, où parfois c'est pas forcément si imaginaire. Tu parlais de Crème à glace, ça peut être aussi un deuil amical, quoi. Mais c'est, je retrouvais ça un peu dans tous tes films, cette espèce de cotonneux. Enfin, c'est... Ouais, ben je suis assez d'accord. Ouais, je pense que ça fait sens. Ben au final, c'est que moi j'aime, tu sais, avec l'animation, on peut créer un peu les temporalités qu'on veut. Puis au final, j'ai tendance à ralentir le temps, je me rends compte. C'est rare que j'accélère, c'est rare que je suis comme dans une grande accélération. Souvent, je vais plus essayer de décélérer les choses, puis de jouer avec le bouillonnement, tu sais, pour comme le ralentir le plus possible. Souvent, c'est pour faire exister un peu comme des émotions, des petits trucs, tu sais, comme vraiment qui passent super vite puis qu'on capte pas souvent quand ça se passe. Ouais, souvent c'est un peu ça. Souvent c'est un peu ça
C'est ce qui fait que je désire faire un film versus c'est que où est-ce que je mets le break, où est-ce que je fais pas un. Mettons Parc Achat, c'était juste j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse un film pour commencer à faire des demandes, pour pouvoir faire des demandes de bourse. Ça me prenait un film hors école. Puis je savais qu'il fallait que je fasse de quoi de court. J'avais un bon lien avec des programmateurs à cette époque-là qui programment dans un festival qui s'appelle Fantasia. C'est un festival où est-ce que les chats sont mis à l'honneur en général. Où est-ce que l'audience puis les spectateurs, les spectatrices miaulent pendant les projections. Fait que là, je savais que si je faisais un film avec un chat dedans, c'est un film qui allait au moins avoir une projection minimum, tu sais, puis qu'après ça, j'allais pouvoir essayer de faire circuler par tous les canaux, tu sais, les festivals de films d'animation, les festivals de films pour enfants, tu sais, les festivals. J'avais comme une confiance qui allait circuler. Ouais, puis aussi, je suis une grande amatrice de parcs à chiens. J'aime beaucoup aller voir les parcs à chiens, j'aime beaucoup voir les chiens. Je fais du dog sighting, je regarde les chiens parce que j'ai pas de chien moi-même, mais étant une personne qui aime beaucoup les chiens, l'idée est venue assez simplement. Puis tu sais, j'allais animer ce film-là en un mois et demi, 2 mois. Puis après ça, le temps pour faire un peu de son de musique. Mais tu sais, c'était facile à faire rapidement. Parce que des fois, souvent, tu sais, je vais faire les films entre des contrats. Fait que tu sais, j'ai pas tant de temps que ça. Fait que c'est pour ça que au final, dans ma filmographie, c'est beaucoup des films très courts de 1 ou 2 minutes. Puis en faisant des 1 ou 2 minutes, le truc, c'est que quand tu essaies de t'insérer dans des programmations de court-métrage, souvent, tu sais, 1 ou 2 minutes, c'est comme ça passe vite. Fait que j'aime faire des films aussi qui allongent un peu le des 1 ou 2 minutes qui donnent l'impression d'être des 3-4 minutes. Fait qu'il y a un peu comme une stratégie en tout cas. Fait que c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a un truc de moyenne production où est-ce que j'ai pas assez de temps pour faire les films, fait que je les fais comme je les ralentis. Mais il y a une question de la temporalité, des moyens, du temps pour les faire, ouais. La temporalité à la fois dans les films et dans leur réalisation, en fait. Ouais, dans la vie. Ouais, c'est ça, c'est que le temps dans la vie, ça prend tout le temps du monde, ça prend tellement de... Ouais. Pour quelque chose qui passe si vite, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai tendance à vouloir ralentir le temps dans mes films, c'est parce que je veux pas que ça passe vite pour les gens. Mais je voulais en profiter, tu parlais de la musique. C'est vrai que c'est... Enfin, il y avait certains noms, je voyais qui revenaient, etc. Enfin aussi, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la façon dont tu vas travailler le son, ou avec les personnes qui vont être dans les équipes de doublage, par exemple? Souvent dans mes films, je vais faire mais le pop pour Crème à glace, mais en général, je fais tout mon folie, tout mon bruitage toute seule. Puis même souvent, les voix des personnages qu'on entend, c'est ma voix, c'est que je trafique un peu, là. Fait qu'il y a tout un jeu de manipulation. Mais c'est parce que pour moi, l'animation, quand je l'anime, j'imagine des sons avec. Fait que pour moi, cette dimension-là, de la conception sonore est comme super importante. Dans Crème à glace, c'est que la conception sonore est co-signée avec Samuel Gougou, qui fait aussi la musique. Tu sais, alors si je pense à Crème à glace, c'est que moi, je suis pas une musicienne. Tu sais, je connais un peu la musique, je l'apprécie beaucoup, je suis très mélomane, mais je joue pas de musique. Alors forcément, c'est l'aspect dans mes films où est-ce qu'il y a toujours une collaboration. Parce que j'essaie toujours de penser à si c'est pas de la musique, c'est des ambiances musicales ou des ambiances sonores qui ne seraient pas de moi. Alors mettons dans Crème à glace, j'avais vraiment fait des listes et des listes de sons que je voulais pour le bruitage, le folie. Même si on a travaillé avec une artiste bruiteuse, puis au final, la sélection des sons, ça s'est fait avec moi. C'est moi qui ai eu le mot final sur la sélection de tous les sons du film. Puis j'ai demandé à Samuel Gougou de faire tous les sons intradiégétiques qui étaient comme music adjacent, tu sais, mettons tout ce qui est comme la sonnerie de téléphone, c'est des créations, tout ce qui est la musique, la voiture avec les ricaneurs, les gars, là, tu sais, c'est Samuel Gougou qui a créé ces sons-là. Fait que tu sais, je voulais vraiment une attention portée à la musique intradiégétique autant que la musique qui enveloppe le film, puis aussi qu'il n'y ait pas de compétition entre ces sons-là. Fait que Samuel, il a travaillé sur toutes ces dimensions-là. Puis moi, j'étais beaucoup dans les sons bruts, vraiment, tu sais, comme les sons de tout ce qui est humecté. Ah oui, puis j'ai aussi fait beaucoup de captations sonores, tu sais, de field recording pour ce film-là, dans des vraies crèmeries. Depuis, ça faisait 3 ans avant, tu sais, qu'on fasse la séance de mix, que j'enregistrais vraiment des sons dans des crèmeries proches d'autoroutes. Il y avait comme cette couche-là aussi sonore de laquelle je me suis occupée. Puis, mettons, sur Soir de semaine et Parc Achat, j'ai travaillé avec Noack Blotière. Mais en fait, autant Samuel que Noack ont vraiment des sens, c'est des sons très mélodiques, tu sais, c'est toujours, je veux toujours une petite mélodie. C'est un peu tristouné, là, mais tu sais, je cherche de la musique qui met dans un état un peu méditatif, mais qui a un sens, tu sais, qui est très mélodique quand même, là. Soir de semaine, c'est ça, c'est que c'est un film assez joueur aussi, tu sais, il y a comme quelque chose où est-ce que on veut entrer dans le plaisir, mais le personnage est comme pas capable de s'intégrer rapidement, fait qu'il y a comme un truc comme
Il y a comme un truc, je voudrais embarquer dans le gang, mais ouf, j'ai de la misère, en tout cas. Si, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, là, je suis en train de travailler sur un projet de bande-annonce pour... là, je peux pas dire... En tout cas, mais je travaille sur un projet de bande-annonce. Puis là, mais je travaille... puis là, je travaille... On peut pas le mettre, si. Mais je peux pas dire... Je peux pas te... En tout cas, ça va sortir bientôt, mais tu sais, c'est un projet de bande-annonce où je travaille, là, c'est à l'encre sur papier, mais des pointes fines avec beaucoup de couleurs. J'ai travaillé avec Marlie Robertson. Elle a pas fait beaucoup de compositions sonores, mais souvent, je vais tellement à des petits festivals, à des petits événements que, tu sais, j'essaie de noter beaucoup les noms, tu sais, j'essaie de garder en tête des gens avec qui les gens collaborent pas déjà, pour qu'il y ait d'autres personnes, d'autres noms qui circulent, d'autres économies qui se mettent en place. Ouais. Puis Marlie Robertson, elle m'a fait comme... ça ressemble un petit peu à Soir de semaine, mais c'est ça, c'est une trame sonore un peu disco, mais disco triste. Puis un peu upbeat, là, un petit côté un peu disco TikTok. En tout cas, c'est comme un peu... c'est comme spell up disco, en tout cas. Fait que ouais, la musique prend beaucoup de place. Mais la conception sonore, je suis un petit peu... Tu sais, tout ce qui est bruitage, tu sais, puis folie, j'aime ça le faire moi-même avec un ami, ouais. Merci beaucoup, Rachel. Et on va passer aux recommandations. Les recommandations, c'est, comme à chaque fois, un événement, un film ou quelque chose qui a été un coup de cœur pour nous récemment. Et honneur aux invités, commençons par Rachel. Oui, alors ma recommandation, c'est un film d'animation que j'ai vu à Clermont-Ferrand, mais qui est aussi disponible en ligne sur le site de la Bande Vidéo. C'est un film de Francis Dernay qui s'appelle Le Grand Party annuel des créatures de la Lune. Puis c'est un film fait sur l'écran d'épingle de la Bande Vidéo qui s'appelle l'Alpine. Alors c'est un film à l'écran d'épingle, mais qui est très festif, très jouissif, qui a beaucoup de lignes obliques et des extraterrestres dedans. Un film de 3-4 minutes qu'à chaque fois que je l'écoute, c'est comme un charme. Alors, c'est ma recommandation. Alexandre? C'est partiel. Il y avait là le festival Travelling, donc l'édition de cette année c'était pour donc dédié à la ville de Stockholm, et il y avait la version longue de Fanny Alexandre de Ingmar Bergman qui passait à l'Arvor. Bon, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai malheureusement raté la 2e séance avec les épisodes 3 et 4 et je m'en veux terriblement parce que c'est un des plus beau truc que j'ai vu de Bergman, ne serait-ce que la scène d'ouverture où Alexandre est tout seul dans la maison et regarde la statue bouger, le lustre qui tremble. C'est 5h12 certes, mais c'est ce genre de... On parlait de temporalité, mais c'est des durées qui glissent, mais d'elles-mêmes, c'est... Donc on est dans une grande famille... suédoise avec du théâtre, beaucoup de faste, évidemment il y a des malheurs et des choses assez cruelles qui arrivent aux enfants. C'est vraiment incroyable. Et il faut que je termine cette série au plus vite. De mon côté, justement en me renseignant sur La vie rêvée, j'ai pensé à un autre film que j'avais vu qui est proche sans être identique, qui s'appelle Mon cœur est rouge, d'une cinéaste que presque personne connaît, mais qui pourtant, à l'époque, quand même côtoyait Godard. D'ailleurs, si on lit les mémoires de Anne Wiazemski, elle en parle assez longuement. Et la réalisatrice s'appelle Michel Rosier. Et Mon cœur est rouge, c'est quelque chose qui est aussi de l'ordre d'une petite balade à Paris, qui est ponctué d'événements saugrenus et inattendus, mais qui là aussi est assez léger, assez doux malgré tout, avec quand même un sous-texte féministe qui est même de l'ordre du texte, quand le film se termine avec une cérémonie de bonus et de malus décernée à des hommes célèbres qui sont mis en drag king par des femmes. C'est assez rigolo, c'est très années 70 et je pense que ça vaut le coup d'être regardé. C'est une curiosité assez inégale mais pleine de charme. Et recommandation peut-être un peu plus intello, mais j'ai commencé à écouter les cours de Michel Foucault sur Free Foucault, un site qui les répertorie. Et bon, ce Foucault, il a quand même dit des choses intéressantes dans sa vie, mine de rien. Si vous voulez écouter des gens dire des choses intelligentes, écoutez les cours de Michel Foucault sur Free Foucault, disponible en ligne. C'est quand même une ressource vraiment précieuse, gratuite, qui passe bien le temps d'une petite balade ou de moments un peu rébarbatifs du quotidien. C'est mes recommandations. Voilà, cet épisode dans l'intervalle est terminé.
N'oubliez pas de consulter le site du Calvin Ball Consortium qui nous héberge et d'éventuellement donner au Patreon. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like sur YouTube, des bonnes notes sur les applications, à nous laisser des commentaires puisque ça nous intéresse de savoir ce que vous avez pensé de l'épisode. Sur ce, ciao et bon vent. Salut. Bye.